Bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi, je vais vous présenter un travail, enfin une enquête qui est issue d'un mémoire de recherche en sociologie que j'ai fait l'année dernière, enfin en 2019, auprès d'une cueilleuse de plantes sauvages et médicinales qui vit dans la Drôme, qui a 4 enfants, dont 3 vivaient avec elle au moment de l'enquête, et qui vit dans une maison qu'elle a autoconstruite avec son compagnon de l'époque en matériaux naturels. En gros, pour un peu dresser le portrait. Et je l'ai rencontrée en août 2018 par le biais d'un cousin à moi. C'était une amie d'enfance à lui. Et donc, j'ai fait une enquête monographique chez elle durant 9 mois, c'est-à-dire que je m'y suis rendue à plusieurs reprises. Et en fait, globalement, mon mémoire cherchait à mettre en lumière et à comprendre en quoi, en tant que femme, agricultrice, soignante, mère célibataire et qui vivait selon un mode de vie qualifié d'alternatif, elle travaillait quotidiennement et sans cesse à prendre soin. Et donc j'ai voulu en fait politiser le soin et le qualifier de travail et montrer qu'elle le menait dans différentes sphères. Mais ici, je vais plutôt m'attacher à son activité commerciale de cueillette et en fait à se demander est-ce que son travail lui permet au moment de l'enquête, est-ce que ça lui permettait de joindre les deux bouts, mais en fait au sens on va dire formel, mais elle en fait comment est-ce qu'elle percevait ce qu'elle gagnait, son travail, comment est-ce qu'en fait qu'est-ce qui comptait pour elle, qu'est-ce qui compte, et en fait aussi quels sont les éléments informels qui permettent à Maya, parce que elle s'appelle Maya, de mener son activité de cueillette. Et en fait c'est donner à voir que derrière les chiffres officiels de comptes qu'on peut retrouver, par exemple ceux qu'elle déclare à la CAF, en fait il y a toute une économie informelle et d'entraide derrière. Je vais commencer comme ça. Donc, voilà, ça avait lieu en Drôme provençale. Je m'y suis rendue plusieurs fois, donc sur plusieurs saisons, parce que c'est du coup une activité qui est très dépendante des saisons, parce que les fleurs poussent au printemps, on va dire. Enfin, c'est très intense. La récolte est très intense au printemps, les ventes sont très intenses à l'été, et après l'hiver, c'est une autre saison, et c'est justement, ça nécessite de faire des provisions en fait pour l'hiver. Donc j'ai aussi mis un peu des photos de sa maison parce que c'est vraiment quelque chose à voir. Et donc Maya, elle est née en 1975 en Normandie. Et en fait, elle a grandi ses 18 premières années dans une zone périurbaine avec ses parents. Sa mère était employée dans une crèche et son père était à son compte et il installait du matériel sanitaire. Et elle avait une sœur de 3 ans, son aînée, qui est décédée parce qu'elle avait une maladie depuis sa naissance, donc qui est décédée à l'adolescence de Maya, ce qui a aussi constitué une bifurcation pour elle et qui l'a, selon moi et selon ce qu'elle m'a raconté, lancée aussi dans sa trajectoire de soignante et de guérisseuse en fait. Et donc en fait, avant ses 18, elle a un rapport très distancié au système scolaire et à l'école. Et avant ses 18 ans, elle rencontre Alex, du coup, qui est devenu le père de ses 4 enfants, mais avec qui elle n'est plus aujourd'hui. Et en fait, tous les deux, on va dire que la veille de son bac, elle est partie sur la route avec lui. Et ils ont fait beaucoup de saisons. Et en fait, à la fin, ils sont arrivés parce que justement, pareil, des gens de leur réseau d'amis leur ont dit venez en Drôme, c'est vraiment super. Et donc ils s'y sont rendus, ils s'y sont installés. Ils ont vécu en tipi, puis en marabout. Un marabout, c'est comme un grand tipi en fait. Puis ils ont décidé d'autoconstruire en 2004, depuis 2004 parce que ça n'a pas pris qu'un an, cette maison avec des matériaux qu'ils ont trouvés dans la localité. Et donc ils ont eu 4 enfants ensemble et au moment de l'enquête, le plus grand avait 22 ans et le plus petit 10 ans. Voilà, et donc donc ça c'est des photos de la maison. Donc c'est un peu aussi pour voir qu'il y a beaucoup d'objets qui s'entassent un petit peu partout. Que en haut à gauche c'est des plants de semis qu'elle fait parce qu'elle plante aussi des fleurs. Elle fait pas que de la cueillette sauvage. Et en fait, ce qui m'a intéressée très rapidement, c'était de revenir sur faire une enquête ethno-comptable, c'est-à-dire aller dans l'intimité des gens, comme Geneviève l'a raconté, ça nécessite en fait une relation de proximité et de confiance. Ça peut pas se faire comme ça. Et pour moi, c'était important dans mon positionnement aussi d'enquête féministe et dans une perspective éthique, en fait, aussi d'expliquer comment est-ce que ça se fait que Maya m'a donné à voir ses comptes, m'a parlé d'argent, m'a fait rentrer dans son intimité, m'a raconté en fait toute sa vie.
Et donc en fait, ça a été tout un quotidien en fait, parce que je la connaissais pas à la base. Et en fait, quand j'y suis allée en août, j'y suis allée 3 jours, et c'est à partir de ce moment-là qu'elle m'a dit, bah si tu veux revenir et passer plusieurs semaines, c'est possible. Et en fait, c'est notamment ce enfin, elle a qualifié qu'elle avait pas envie d'avoir quelqu'un qui serait, on va dire, une charge au quotidien. Et quand elle a vu que j'étais pas trop une charge, ça l'a rassurée. Et donc en fait, ça a été toujours un aller-retour entre donc c'est-à-dire que je prenais des notes sur le terrain in vivo à côté d'elle, c'est-à-dire qu'elle me laissait écrire et enregistrer la vie courante, on va dire. Donc ce qui n'est pas le cas, absolument pas le cas partout. Et en même temps, il y a des moments où je sentais qu'il fallait qu'elle soit seule. Enfin, c'est normal quand on reste plusieurs semaines sur un lieu. Et donc, c'était toujours trouver un équilibre entre ces deux choses-là. Et en fait, voilà, très vite, on a parlé de sa vie, d'argent, de budget, de construction de sa maison, de relations avec ses enfants, de ses amitiés, de relations avec des personnes de la localité. C'est comme s'il y avait aucun tabou. Et en fait, j'ai vraiment compris que cette relation de confiance était aussi créée parce que je lui avais dit, j'ai envie de faire ce projet avec toi, et que je m'y suis tenue. Enfin, pour elle, c'était important. Mais comme on verra, il y a aussi une valeur travail très importante dans son quotidien, montrer qu'on travaille et montrer qu'on tient ses engagements. Et donc, il a fallu prendre mes marques et trouver ma place. Et j'étais en fait à la fois une collègue de travail, parce qu'en fait, je l'ai aidée concrètement sur les marchés ou à faire des cueillettes. En même temps, un peu comme une woofeuse, c'est-à-dire en fait elle m'a formée à la cueillette, aux plantes, à leurs vertus thérapeutiques. Et en même temps, j'étais juste à peine plus âgée au moment de l'enquête, enfin 3-4 ans de plus que son fils aîné. Donc en fait, des fois aussi, j'étais un peu prise pour une enfant. Et à côté de ça, on est devenus amis, et on se l'est clairement dit aussi que c'est ce que Geneviève disait, c'est que c'est forcément des relations qui marquent et qui nous imprègnent. Et donc, j'en viens maintenant à l'économie de sa cueillette. Donc, j'ai mis ce tableau que je ne sais pas si vous le voyez vraiment, mais c'était juste pour présenter qu'en gros, toute la liste, c'est tout ce qu'elle cueille, que ce soit en sauvage ou en cultivé, olives, tilleuls, jasmin, lavande sauvage, sauge, calendula, etc. Soit elle les vend en tisane, soit elle les vend en macérat, c'est-à-dire qu'elle fait de l'huile d'olive avec ses olives, qu'elle fait tremper les fleurs et que ça fait des petites potions. Et donc en fait, les moments de cueillette sont espacés dans l'année. Donc à chaque fois, j'ai mis en vert les moments où est-ce qu'elle les cueille. J'ai mis aussi les moments de marché, c'est le deuxième ligne orange. Et les entretiens et les semis que ça demande, parce qu'il faut tailler les oliviers, il faut mettre de l'engrais sur les oliviers, il faut semer des fleurs, il faut débroussailler le verger. Donc ça, c'est des petits exemples. Et donc, je voulais aussi montrer, par exemple, les fleurs, les sommités fleuries de tilleul. Elle les cueille en juin. Et donc, à chaque fois, c'est un mois super intense dans lequel, mais ça, je vais aussi y revenir, elle travaille de 7h à 22h plus. Elle embauche pour le mois 1 ou 2 amis qui doivent travailler efficacement. Et il y a sa mère qui vient prendre le relais à la maison pour les enfants. Donc, à gauche, c'est un tilleul qu'il faut cultiver, et à droite, il est cultivé. Donc il s'agit de faire sécher, c'est-à-dire chaque soir il faut aller dans... Donc ça c'est le grand grenier, je vais revenir aussi, c'est prêter, enfin sous condition, et ça aussi je vais y revenir, par une connaissance à elle qui lui permet de faire sécher des quantités astronomiques en fait de fleurs de tilleul. Après il faut les mettre dans des cartons comme je le montre à droite, ou dans des thés d'oreiller, parce qu'elle va déparasiter en fait, c'est-à-dire qu'il y a des petits parasites, donc elle va dans un congélateur que là aussi on lui prête, pour mettre ce tilleul-là pour que les petites bêtes meurent et qu'elles ne viennent pas manger en gros les fleurs. Et après, il faut les vendre soit sur le marché, il faut aussi étiqueter, c'est-à-dire mettre en sachet, étiqueter, vendre soit sur le marché, soit par envoi postaux, plus ou moins important. Ça aussi, je vais y revenir. Donc ça, c'est son verger. C'était un peu pour mettre des photos pour se mettre un peu en immersion. Donc à qui est-ce qu'elle vend? Donc en fait, à l'aide des informations qu'elle m'a données de son facturier, j'ai pu un peu reconstituer des lieux de vente. Et en fait, il y a ici aussi, il y a comme une tension en fait entre... pardon. Je sais plus où c'est. Une tension entre le fait de avoir un ancrage local. J'ai l'impression que j'ai perdu une slide. J'ai dû la supprimer. Ah ouais, c'est ça. J'ai dû inverser.
En fait, elle s'est créée un véritable réseau de clientèle. C'est-à-dire pour elle, c'est important de pouvoir vendre directement et de ne pas devoir passer par des grossistes parce que les grossistes lui rachèteraient ses fleurs et son tilleul pour rien du tout. Et donc en fait, c'est là aussi qu'il a été important de comprendre ce qui comptait pour elle. Et en fait, autant qu'on pourrait des fois croire que les gens ont envie de s'agrandir, ont envie de vendre plus, etc. Elle est en fait prise dans une tension entre rester, elle me dit, une petite productrice de la localité parce que de toute façon elle a des quantités limitées, elle est seule à cueillir et elle peut cueillir que sur les périodes où les fleurs sont là, donc on peut pas cueillir des mauves en décembre quoi. Parce qu'il y a une importance des relations locales et de la reconnaissance. En fait, vendre dans sa localité, ça lui permet d'être reconnue comme une travailleuse et d'avoir en fait un statut social et une bonne réputation. Et aussi, c'est important pour elle de rester accessible à des petits budgets. Et c'est parce qu'elle sait qu'elle, en n'ayant pas beaucoup d'argent, elle apprécie de pouvoir acheter des bons produits pas chers. Et elle veut, du coup, rentrer dans cette économie-là. Et d'un autre côté, il faut qu'elle vive de son travail. C'est-à-dire qu'elle veut s'émanciper de l'entraide parfois de son réseau local, comme je vais y revenir. Et qu'elle veut, c'est aussi une forme de reconnaissance, de se dire avec mon travail j'arrive à vivre. En fait, elle a 3 enfants et demi à charge au moment de l'enquête, et donc c'est pour ça qu'elle va se mettre à racheter certains produits à d'autres, même si son statut lui permet pas forcément. Elle va racheter des petites dizaines de kilos de fleurs de tilleul à des gens qui en produisent parfois, parce que en fait elle vend de plus en plus, comme je le montrais un petit peu là, aux États-Unis et en Île-de-France, notamment aux États-Unis. En fait, c'était 3 ans, ça devait être en 2016. Un États-Unien est venu sur son stand de son marché et lui a dit: moi, j'ai envie de faire des boissons au tilleul dans ma ville aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez m'en envoyer du tilleul broyé? Et en fait, elle, ça l'arrange parce qu'elle broie le tilleul qui est plus très beau, qu'elle pourrait pas forcément vendre. Et en échange, ça lui fait des rentrées d'argent régulières. Et c'est ça qui contraste avec normalement, c'est hyper irrégulier. Elle peut vendre 50 € sur un marché comme 200 €. Elle peut avoir un appel d'une personne qui lui fait une grosse commande. Mais lui, 4 fois par an, il lui prend des quantités très importantes de tilleul broyé et ces quantités vont crescendo. Donc voilà, on assiste à une tension par rapport à ça. Et donc on en vient aussi à comment est-ce qu'elle compte. Et en fait, elle, avant 2016, donc elle a lancé son activité vers 2010-2012, je me souviens plus exactement. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai oublié de raconter comment. En fait, elle s'est auto-formée. C'est vraiment en autodidacte et aussi par transmission de ses pairs, notamment de copines en fait, qui elle s'est intéressée en vivant un peu sur la route. Elle s'est intéressée aux petites fleurs, comme elle m'a dit. Elle a acheté des livres, elle a appris à les reconnaître et elle fait beaucoup d'auto-tests sur elle. Elle regarde ce que les plantes lui font. Et donc c'est aussi une approche très subjective de son métier et justement et de ce qui compte pour elle, un peu au sens propre du terme. Et donc en fait, en 2016, elle a voulu demander le RSA parce que un peu à contre-cœur, parce qu'elle se demandait il me faut le RSA activité pour m'aider à vivre mieux parce que j'ai pas assez d'argent. Le problème, c'est que c'est pour elle une tâche très chronophage en fait, il faut faire une déclaration trimestrielle tous les 3 mois et donc en fait, des fois, ça tombe super mal parce que les 3 mois de printemps, elle a juste pas une minute à elle. Donc elle fait ça quand il pleut, mais elle est toujours en décalé et c'est notamment pour ça que la première fois, elle avait demandé le RSA il y a une dizaine d'années et elle avait finalement arrêté parce qu'elle avait juste pas le temps de s'en occuper administrativement parlant. Et voilà. Et donc là, elle me dit que c'est lourd pour elle ce que j'ai mis comme citation pour prouver en fait qu'elle a gagné 8 000 €. Bon là, c'était une année, elle avait juste gagné, on va dire 8 000 € par an. Et en fait, elle dit j'ai juste besoin de voir que ça tourne. Et donc en fait, ça rejoint ce que Geneviève disait sur l'économie de pain et de boulangerie. Et en fait, elle, ça veut dire voir que ça tourne. C'est ça qui importe pour elle, c'est-à-dire vérifier au quotidien qu'elle vend assez pour subvenir à ses besoins. Et en fait, elle a une idée précise de ce qu'elle doit gagner par jour, notamment en prévision de l'hiver. Et en même temps, faire ces comptes-là, c'est pas vain, parce que ça lui permet, encore une fois, de justifier ses revenus et son travail, d'être fière, c'est-à-dire même parce qu'elle a beaucoup de contrôle du RSA,
de personnes qui viennent vérifier qu'elle ment pas, quoi. Et en fait, elle m'a dit qu'elle pouvait être fière de montrer ses beaux tableaux, de montrer comment elle travaille. Et elle les montre aussi. En fait, finalement, elle était fière de me les montrer et aussi fière de les montrer à ses amis et de pouvoir dire je gagne X argent par mois, par an. Et ça augmente aussi au fur et à mesure. Et donc c'est aussi là que ce qui m'a intéressé en fait, c'est le rapport à l'argent qui a toujours une signification sociale subjective en fait. Pour les personnes, 5 euros n'est pas pareil pour une personne comme pour une autre. Et donc, en fait, ce qui m'a, moi, beaucoup marqué, c'est que dès notre première rencontre, elle n'a pas hésité à me parler d'argent, à me montrer des dépenses précises, à me montrer son compte bancaire. Et en fait, il se trouve quand même que le rapport à l'argent est socialement situé, c'est-à-dire que c'est pas dans toutes les classes sociales, dans tous les milieux sociaux qu'on peut parler d'argent sans tabou, peut-être notamment dans notre pays. Je sais pas, ça c'est quelque chose que j'ai envie de creuser dans le cadre de ma thèse. Et donc c'est aussi comme ça que j'ai pu comprendre quel était le rapport à l'argent liquide aussi qu'elle pouvait avoir, c'est-à-dire qu'elle a en fait énormément d'argent liquide puisqu'elle vend sur les marchés. Et en fait, je l'ai vu cacher son argent dans ses paquets de cigarettes vides, un peu partout dans la maison, même dans le jardin, un peu comme des petits pactoles, et se dire, je sais que ça l'a rassurée. Elle m'a dit, ça me rassure matériellement de savoir que cet argent est là et qu'il n'est pas sur un compte en banque, notamment parce qu'il y a un rapport très défiant aux institutions bancaires, notamment parce qu'elle ne lui attribue pas de prêt. Et ne souhaite pas l'aider. Voilà. Alors ça, c'est en fait, voilà. Donc comment est-ce qu'elle fait ses comptes chaque mois. Donc chaque ligne c'est un mois. Ça je vous le présente vite fait, mais en gros, elle montre combien elle a vendu. Mais ça en fait, je l'ai recopié là. Voilà. Ça en gros, c'est le total sur l'année. Donc ça c'est pour l'année 2018. Ce qu'elles vend sur le marché, ce qu'elles vend en facturation et en expédition. Donc en fait, en bénéfice, ça lui faisait 9 260 €. Voilà, et à chaque fois, donc avec les recettes et les dépenses. Mais ça, Mais en fait, ce qui est assez frappant, c'est que en 2016, soit 2 ans plus tôt, en gros, elle a là fait un bénéfice 8,5 fois supérieur à 2016. Et entre 2017 et 2018, il était de 3 fois supérieur. Et en fait, ça s'explique notamment par ses ventes importantes aux États-Unis. En fait, on pourrait se dire aussi qu'ils prennent le pas en fait sur une vente locale qu'elle aimerait faire, sur une clientèle locale. Et aussi parce qu'elle vend de plus en plus d'huile d'olive, parce qu'elle récupère des fermages où il y a des oliviers. Et parce que l'hiver, elle fait ce qu'on appelle des olives de bouche, c'est-à-dire des olives qui peuvent se manger comme ça, et qui lui permettent de se faire des rentrées d'argent. Et en fait, si on divise, ça lui fait un bénéfice de 771 € par mois. Et en fait, elle me dit, donc dans cette citation, je veux pas plus. Et donc en fait, c'est aussi intéressant parce qu'on pourrait se dire avec 771 € par mois de bénéfices pour son activité, avec tout le travail que ça a l'air de lui prendre comme ça, en fait, on va dire objectivement parlant, juste en regardant les chiffres, on pourrait se dire qu'il y en faudrait plus. Et en même temps, là, elle me dit j'en veux pas plus. Et en même temps, de notre côté, elle me dit qu'elle aimerait bien en avoir plus pour subvenir aux besoins de ses enfants, mais c'est parce qu'elle n'a pas assez de temps et d'énergie que ses enfants lui prennent en fait encore beaucoup de temps, qu'elle peut pas travailler plus. Donc c'est aussi toujours des évaluations aussi j'ai l'impression qu'ils se réévaluent des fois chaque jour et aussi selon ce dont on a envie et par rapport à quoi elle veut, qu'est-ce qu'elle veut faire de son activité en fait, qu'est-ce qu'elle veut que ça devienne pour elle. Et donc voilà. Et donc concernant en fait sa rémunération, si on divise tout ça par son bénéfice par les heures travaillées en 2017, ça lui faisait 3,05 € par heure. En fait, pour 1250 heures de travail. Et en fait, donc c'est pas beaucoup par heure. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça lui fait 25 heures de travail par semaine, tout confondu, de partir à pied cueillir jusqu'à la vente sur le marché. Et là, en fait, elle se justifie en me disant, mais en se disant que bah oui, c'est pas beaucoup ce que je gagne par heure, mais ce qui compte, c'est la satisfaction financière, mais pas la rentabilité. Si j'ai le temps, je le prends. Ça veut dire que pour elle, ce qui compte, c'est s'en sortir financièrement, même si ça prend beaucoup de temps.
Et en même temps, il y a aussi une tension avec, à des moments, elle a dit sur le marché à un ami, j'en ai marre, j'ai envie de prendre des vacances et d'arrêter de penser un peu au boulot. Parce qu'en fait, elle y pense tout le temps. Et en fait aussi, je me suis dit, mais 25 heures par semaine, c'est égal à un mi-temps. Et comment ça se fait qu'elle, justement, elle a l'impression qu'elle travaille énormément, alors que finalement, c'est que 25 heures. Et qu'il y a des études sociaux qui montrent que les femmes non salariées travailleraient 41 heures par semaine. Donc, elle est moins, on va dire, que la moyenne. Et en fait, c'est là, voilà, que l'ethnographie et l'ethnocomptabilité sont intéressants pour, en fait, arriver à quantifier, à donner à voir cette sensation de longueur. En fait, son activité demande une fatigue très importante. Et pour l'avoir suivi quelques jours, j'ai trouvé ça éreintant. Parce que quand elle cueille, elle court partout dans la montagne. Quand elle récolte le tilleul, elle est 8 heures par jour sur une échelle, les bras levés, etc. C'est un travail irrégulier sur l'année qui est plus important au printemps, avec des horaires atypiques. Ça peut commencer à 5 heures du matin, finir à 22 heures. Et avec un morcellement de l'activité productive avec le travail domestique, où en fait, en tant que mère et célibataire, en fait, elle se retrouve à devoir jongler entre son travail domestique et son travail productif. Et notamment parce que ce sont aussi des revenus qui sont dépendants des saisons. Et en fait, si elle a des envois 4 fois par an réguliers aux États-Unis, la période hivernale est difficile. Et en fait, quand j'y suis allée en septembre sur les marchés, elle me racontait que chaque marché compte. Même si elle va sur un marché qu'elle gagne 50 euros, ce qui n'est pas beaucoup quand on y passe 4 heures et qu'elle a déjà passé 3 heures à tout empaqueter la veille, en fait, elle me dit, ça compte et j'en aurais besoin pour cet hiver. Et en fait, ce qui est important pour elle, et c'est un peu une phrase clé, c'est de faire la boucle. C'est-à-dire que ce qu'elle cueille, par exemple, si elle cueille son bouillon blanc, ses fleurs de bouillon blanc en mai, qu'elle en ait assez pour tenir, enfin assez pour pouvoir les vendre jusqu'au mai suivant. Parce que si elle en a plus en décembre, elle ne pourra pas aller en cueillir, il n'y en a pas dans la nature. Et donc, ça veut dire que pendant 4 mois, elle aura plus produit et c'est assez handicapant pour elle. Et donc là, je vais juste faire ça rapidement. Mais donc, en fait, je me suis rendu compte que pour faire son activité, en fait, elle ne faisait pas seule et que bien que parfois elle me dise je me sens seule, j'ai un sentiment de solitude qui en fait était lié quand on en a parlé et après avoir un peu réfléchi à ça au fait que elle est quand même seule à cueillir physiquement parlant. Bon, elle se considère être avec les fleurs et tout ça, mais en termes de humain, elle a pas beaucoup de relations humaines dans son quotidien de travail. Et aussi parce qu'en fait, elle est seule à devoir mener cette activité commerciale de cueillette et que c'est pas facile tous les jours. Elle m'a répété beaucoup de fois qu'elle aimerait beaucoup être deux, c'est-à-dire avec un potentiel compagnon. Mais en fait, son activité économique est rendue possible par la présence de nombreuses personnes et intermédiaires. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est mais en fait, du coup, j'ai mis qu'une feuille là. Je sais pas pourquoi j'ai pas tout mis. J'ai fait un tableau en fait où, par exemple, si vous voulez, on peut juste parler du coup de cette feuille où j'ai mis à gauche, j'ai mis toute là au clair, j'ai mis tilleul, mais après j'avais mis plantes sauvages, lavande sauvage, macérat, olives, etc. Avec quelles sont les personnes et les lieux ressources. Quels sont les motifs, les contreparties de Maya envers ces personnes et les commentaires. Par exemple, mais voilà, quand j'ai mis parents, c'est-à-dire que pour le tilleul, sa mère l'aide au travail domestique pendant le mois de récolte et son père fait des travaux. Elle dit qu'elle ne leur rend aucune contrepartie et elle commente en disant « ça me fait du bien quand vient ma mère parce qu'elle prend le relais ». Donc c'est là qu'on voyait qu'à chaque fois, il faut associer les commentaires et l'évaluation qui est faite par les personnes sur les actions. En fait, mais ça, je crois que je l'ai mis après. Voilà, c'est-à-dire que il y a aussi, par exemple, elle est hébergée par la mère de la copine de son fils, qui est à 45 minutes de chez elle quand elle cueille des lavandes sauvages, parce que c'est un champ à côté. Donc il y a Michel et Christine qui lui prêtent le grand grenier que je vous ai montré en photo. En fait, c'est plein de prêts, de champs, de matériel, d'hébergement qui lui permettent de pouvoir faire son activité. Elle n'aurait pas l'argent pour acheter un grenier, pour je sais pas, se loger à l'hôtel à chaque fois qu'elle va cueillir des lavandes sauvages. Donc elles se fondent bel et bien sur une économie du troc et de l'entraide et qui va soit passer par
des contreparties monétaires, mais en fait qui sont très très rares. Et ça va souvent être du troc. C'est-à-dire, elle va offrir en échange de l'huile d'olive qu'elle fait, ou des bouteilles d'alcool si elle sait que les personnes aiment ça, ou elle va leur acheter, Michel et Christine font de l'agneau, elle leur achète un agneau par an. Il y avait des petits travaux à faire, elle les a fait faire, etc. Et en fait, c'est là aussi que l'économie du don et contre-don est un peu à questionner. C'est-à-dire que voilà, elle a dit, tu donnes, mais t'attends rien en retour. Mais en fait, en creusant plus et en observant ce qui se passait, je me suis rendu compte qu'en fait, si là, par exemple, elle dit qu'elle leur donne 2 bottes d'asperges, parce que sinon, ils pourraient me demander 200 € de location par mois pour le Grand Grenier. Et qu'en fait, malgré tout, ça reste des échanges des fois intermédiaires, mais qui reste beaucoup de troc. Et ça, il faudrait y réfléchir. Mais moi, j'ai l'impression quand même que ça reste dans des relations je sais pas comment dire, bilatérales de il m'a donné, du coup il va falloir à un moment que je lui rende. Mais voilà. Et enfin, pour un petit peu avancer, je sais pas non plus où j'en suis. C'est-à-dire que je me suis intéressée du coup, quels étaient ses revenus si on y ajoutait les prestations familiales, etc. et quelles étaient les dépenses qui étaient associées. Donc ça, elle écrit en fait les frais personnels 2017, là où elle explique voilà les prestations familiales, combien est-ce qu'elle avait gagné, et du coup quelles étaient les dépenses de frais fixes. Donc je les ai mis là. Ça c'est les dépenses personnelles fixes en 2017, du coup qui peuvent se compter voilà sur même pas une dizaine de lignes. Tenue de compte, c'est avec la banque, assurance, habitation, camion, complémentaire santé, etc. Qui revenait en fait à 3 000 € pour l'année. Et ça, c'est les dépenses des frais fixes des enfants. Donc c'est-à-dire avec ses 4 enfants, et en fait je me suis rendu compte aussi que c'était très important pour elle de payer des choses à ses enfants, c'est-à-dire de payer le permis de chaque enfant, et Elias, son grand garçon, qui a quand même un revenu, un petit revenu, en fait elle compte quand même lui payer encore de l'assurance de la voiture, lui payer son forfait téléphonique, etc. C'était pour toujours montrer que même si elle ne gagne pas beaucoup, elle est présente financièrement pour ses enfants. C'est vraiment très important pour elle. Et en fait, si on additionne tous les frais fixes liés aux enfants et liés aux dépenses personnelles, ça, en fait, c'est plus de 50% de ses revenus. Auxquels il faut ajouter les dépenses d'essence qui sont faites super conséquentes, vu que via la campagne il y a beaucoup d'allers-retours, notamment pendant une année, pendant 2 ans, 3 ans, elle a dû accompagner tous les matins sa fille au lycée à 30 minutes, donc ça fait 1 heure aller-retour et beaucoup de kilomètres. Ça compte pas les dépenses d'habillement, ça compte pas les dépenses alimentaires, et voilà. Et donc en fait, à partir de là, ce qui est intéressant, c'est de se dire comment est-ce qu'elle, en fait, elle vit d'avoir ces dépenses-là par rapport à ces revenus-là. Et donc là, il y a encore quelque chose de... En fait, elle me dit elle n'arrive pas à mettre de l'argent de côté tout au long de l'année en général. Elle me dit, je vends, je travaille comme une tarée, j'ai pas un rond d'avance. Donc ça, c'est quelque chose qui lui pose beaucoup de problèmes, et elle dit du coup à la fois elle vit au jour le jour, c'est-à-dire qu'il y a des dépenses qui sont faites au jour le jour. Par exemple, et donc ça va se traduire par des pratiques concrètes. Je l'ai jamais vu faire un plein entier de la voiture parce qu'en fait ça dépasserait, on va dire, le quota de dépenses journalières qu'elle s'autorise. Elle fait des courses qui ne dépassent pas 25 ou 30 euros. Etc. Et en même temps, elle a besoin d'anticiper chaque dépense, de se dire qu'est-ce que je vais devoir avoir à dépenser. Tiens, je vais avoir la pension de la cantine pour mon fils dans 3 mois. Il faut absolument que cette dépense soit quand même prévue et que j'ai de quoi la sustenter. Et en fait, là, ce qui pose problème, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a des imprévus. En fait, en 2017, elle a eu plein de ces matériels qui sont, on va dire, dont elle a besoin pour vivre, parce que ça va être le groupe électrogène qui lui faisait un petit peu d'électricité, la motopompe qui fait remonter l'eau de la rivière pour l'alimenter en eau, son camion qui lui permet en fait de travailler, qui sont tombés en panne. Et du coup, comment est-ce qu'elle s'est débrouillée? Et donc c'est là que le réseau d'entraide a
été, en fait, lui a permis de survivre, sinon elle aurait dû arrêter son activité, et que ce soit financièrement en lui avançant de l'argent, argent qu'elle veut toujours rembourser. C'est toujours on va dire des espèces de crédits à taux zéro que ses amis et ses proches lui font. Ou que ce soit en nature, c'est-à-dire pendant 1 an, elle est allée faire ses lessives chez un ami parce qu'elle n'avait pas de machine à laver, quoi. Donc ça rajoute aussi du temps. Voilà. Et donc en fait, elle sait que, en fait, dans tous les cas, la présence d'enfants et le fait, encore une fois, qu'elle travaille avec cette idée de la valeur travail importante, font qu'elle sait que ses amis l'aideront. Et en fait, ce qui m'a fait me dire qu'il y avait une absence d'épargne, c'est que toute rentrée d'argent est d'office affiliée à une dépense précise. C'est-à-dire, par exemple, elle me dit, quand on a vendu des olives de bouche, elle me dit, tout ça, ça va payer la demi-pension d'Elias, et je ne l'ai pas payé depuis septembre. Ou un moment, quand elle dit, il faut que j'aille récupérer le tilleul que j'ai amené à broyer pour l'expédition début février, pour finir de payer le permis de Nora. Et donc, à chaque fois qu'elle a une rentrée d'argent, elle peut l'affilier à une dépense. Et en fait, elle va tout le temps relativiser sa précarité financière, et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est un peu qu'est-ce qui compte pour elle, même si en fait il ne faut pas se faire d'histoire, et en fait elle pense tout le temps à ses rentrées d'argent, elle pense tout le temps à ses problèmes d'argent, c'est une charge mentale en fait quotidienne, et en même temps elle va toujours me répéter, je suis en bonne santé, mes proches sont en bonne santé, et c'est ça qui est important. Et donc c'est aussi ce qui compte vraiment pour elle, c'est aussi le corps, malgré tout, qui est aussi d'autant plus qu'elle en a absolument besoin pour travailler de son corps à elle. Et enfin, j'avais un petit peu envie juste de finir sur son rapport aux aides sociales, c'est-à-dire que depuis 2000, voilà, quand elle était avec son conjoint, ils étaient au RMI, puis ils avaient arrêté parce qu'elle elle sentait de la stigmatisation à l'égard des autres, et à l'égard aussi de l'État, en fait, qui venait tout le temps vérifier si ce qu'elle déclarait était vrai. Et en fait, et donc elle a fini par s'auto-stigmatiser, en fait, en disant non mais il faut que je montre que je travaille. Et en fait, en 2017, comme j'ai dit, elle a redemandé ce RSA parce que elle a vu qu'elle en avait vraiment besoin, et donc ce qui lui donne 264 € par mois de RSA supplémentaire. Voilà. Et du coup, pour conclure, donc ça, en fait, appréhender cette activité agricole de cueillette commerciale par une approche techno-comptable, ça permet de comprendre en fait la manière dont elle évalue ses ressources, ses dépenses, de comprendre en fait ce qui compte pour elle par rapport à des choix, c'est-à-dire que pour elle c'est important de faire un travail indépendant, de faire une production locale, et en même temps il y a des contraintes subies, le fait d'être une agricultrice célibataire, d'avoir des revenus qui dépendent des saisons qui ne sont pas du coup filés au fil de l'année. Et surtout, ce qui en sort, c'est le caractère indispensable du réseau d'entraide local. Plus ou moins local, parce que ses parents qui habitent en Normandie viennent 2 fois par an, du coup, pour l'aider, notamment en juin. Voilà. Et donc, j'avais aussi fait donc là, je me suis axée sur son activité de cueillette, mais j'avais aussi fait justement en me fondant sur le travail de Geneviève, une ethnocomptabilité de sa maison, de la construction, de comment est-ce qu'elle se chauffe, comment est-ce qu'elle, etc., l'électricité, tout ça. Et c'est des questions que j'essaie de continuer dans mon travail de thèse, qui porte sur en fait les pratiques de débrouille à la campagne, et du coup toute l'économie informelle, et qu'est-ce qui fait que si on est plus ou moins à côté en fait de l'économie marchande, comment est-ce qu'on se débrouille pour vivre avec peu d'argent. Voilà, merci beaucoup.